Alors que, à moitié abasourdi, le peuple allemand luttait pour arriver à une première prise de conscience, on ne pouvait plus rien entendre d'autre que ce cri 1000 fois répété. Vous, Allemands, vous seuls êtes coupables. Alors le cœur du peuple se troubla. Chez de nombreuses personnes, il se durcit. À cause de cette clameur hargneuse à leur encontre, et à cause de leur propre aveuglement, ils ne voulaient plus entendre parler d'un retour sur soi. Ce témoignage du sociologue Eugen Kogon décrit avec précision l'état d'esprit collectif allemand au sortir de la guerre. 90 ans après l'accession d'Hitler au pouvoir, quel bilan peut-on tirer du travail de mémoire outre-Rhin? Comment les Allemands conjuguent-ils identité nationale et souvenir des crimes passés? Pour en parler avec nous, nous recevons la chercheuse Julia Christ. Bonjour. Bonjour. C'est une émission que nous enregistrons en partenariat avec la revue K. Donc je précise que vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS, membre fondateur de la revue K, aussi auteur chez eux. Vous avez écrit de nombreux articles sur le travail de la mémoire et du fait des crimes nazis. Est-ce que en 2023, un Allemand lambda se sent coupable des événements de la Seconde Guerre mondiale? Bon, grâce à cet entretien avec Academ, j'ai eu l'occasion de regarder une étude, une enquête qui a été faite justement entre 2018 et 2020 sur la question du rapport des Allemands à leur mémoire de la période nazie. Donc, je peux vous répondre de manière très précise à cette question. Je vous en prie. Effectivement, il y a 12% des Allemands lambda dans la population actuelle qui se sentent coupables des crimes de la Shoah. 25% ont honte par rapport à l'étranger. Et 50%, ça c'est un chiffre un peu étonnant puisque la question était bizarrement posée, ont honte puisque ce que les Allemands ont fait pendant le nazisme aurait été immoral. Donc bon, ils ont supprimé la question après parce qu'effectivement elle ne faisait pas de sens. Donc, mais pour répondre à votre question, 12% se sentent coupables. Il faut ajouter à cela que cette enquête a été très bien faite parce qu'effectivement ils ont posé des questions qui permettent de percevoir un peu mieux l'état d'esprit des Allemands aujourd'hui, que 80% des Allemands considèrent que la fin de la Seconde Guerre mondiale est une libération, voire un nouveau départ. Ce qui peut, en un certain sens, nous sembler peut-être normal d'un point de vue français. Le terme libération est tout à fait courant. Pour ce qui concerne les Allemands, c'est un terme extrêmement étonnant parce qu'il dit quand même qu'il considère que les Allemands n'étaient pas impliqués dans le nazisme. Ils étaient libérés. Donc, c'était pas... Il y a une différence entre l'appareil d'État et la société, vous voulez dire, dans l'esprit des Allemands? Disons, si 80% de la population allemande pense que l'Allemagne était libérée, oui. Ça signifie quand même que ces 85% pensent que les Allemands n'étaient pas impliqués dans le nazisme. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu libération, ils s'étaient occupés par les nazis. C'est quand même ça l'impression qu'ils donnent. Et cette histoire de nouveau départ est très intéressante aussi parce que ils disent aussi qu'il n'y a pas de continuité, de fait. Comme si, effectivement, c'est la vieille thèse de l'accident dans l'histoire. Hein, donc, après la guerre, on peut enfin recommencer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, comme si les agents, je dis les personnes entre 33 et 45 n'avaient rien à voir avec les personnes après 45. Donc, là non plus, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un sentiment de culpabilité très fort. Comment on explique, parce que ce que vous nous présentez là, quelque part, c'est une sorte de déni, parce que beaucoup d'Allemands ont participé, que ce soit activement ou passivement, à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Comment on explique cette forme de distance qu'ils ont avec leur propre histoire? Il y a une forme de déni au sein de la population? Ce serait très compliqué de dire ça, puisque dans le même temps, vous le savez, et ça, d'ailleurs toute l'Europe le sait, et l'Allemagne s'en glorifie en un certain sens, hein, ce qu'on appelle la politique, la mémoire, est quelque chose de très présent en Allemagne, et donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un déni du passé nazi. Il est présent partout, il y a des monuments, il y a ces fameux pavés qu'ils mettent devant les maisons, donc il y a une sorte de réalité quotidienne, notamment de la Shoah, dans la vie de l'Allemagne, mais dans le même temps, il semble bien que
la tendance de dire c'était pas nous, c'était nous et pas nous, dans le même temps, de fait, une forme de schizophrénie, semble être très, très présent dans la population allemande. Il y a d'autres chiffres dans cette étude, si je peux me permettre, qui sont très intéressants par rapport à ça. Par exemple, les Allemands sont convaincus, ou ils pensent que 30% de la population allemande comptait parmi les bourreaux. C'est déjà pas un chiffre très élevé. Quand ils parlent de leur propre famille, ce chiffre baisse à 18. Donc là, déjà, vous voyez aussi cette curieuse dissociation de penser qu'il y a 30%, mais en même temps, c'était jamais nous. Ouais. Et quand il en vient à la question, ils ont posé la question de savoir est-ce que vous pensez que vous, à l'époque, vous auriez été du côté des criminels. Il n'y a que 8% qui imaginent pouvoir avoir fait partie, effectivement, de l'activité criminelle. Quand on en vient à la question de ceux qui ont aidé, ces chiffres s'en reversent tout à fait. Ils pensent qu'il y a 10% des Allemands qui ont aidé les Juifs ou d'autres groupes à l'époque. Quand ils en viennent à leur propre famille, ils prétendent en connaître 40. Donc 40% prétendent que dans leur famille, il y aurait été des gens qui ont aidé. Et quand ils parlent d'eux-mêmes, ils sont convaincus à 80% que eux, ils auraient aidé. Donc il y a ce curieux renversement qui s'explique au fait aussi par la politique la mémoire elle-même. Ils sont très fiers de leur politique la mémoire. Ils sont convaincus qu'ils ont appris mieux que d'autres de ce qu'ils appellent les erreurs de l'histoire. Et je pense qu'une partie de cette distance par rapport à ce passé vient aussi de cela. Ce qui signifie quand même qu'au sein des cercles familiaux, enfin de ce que vous avez l'air de décrire, il y a une sorte d'interruption dans la transmission de l'histoire familiale, dans l'idée de dire mes ancêtres non seulement n'ont pas participé à la collaboration, mais même de façon positive ont aidé les Juifs pendant la guerre. Voire on était des victimes. D'accord. Il y a autant de gens qui pensent que le même chiffre, un tiers de la population allemande actuelle considère que leur propre famille était parmi les victimes du nazisme, plus qu'un tiers. Puisqu'ils ont une certaine tendance désormais à considérer que les soldats de la Wehrmacht, les victimes civiles des bombardements qui étaient quand même tout à fait nécessaires pour mettre fin à cette guerre, que tout cela doit être considéré comme des victimes du nazisme. Donc ça va un peu plus loin même dans la question de la transmission de la mémoire familiale. De toute façon, la mémoire familiale du côté des bourreaux n'a jamais été vraiment transmise. Donc, et pouvait pas, aurait pu, mais là l'État, il n'a pas vraiment aidé non plus. Il y a quand même, on connaît le nombre extrêmement faible de procès criminels à l'égard d'anciens nazis. Donc, si vous vivez dans une société où de fait le crime n'est pas puni, pourquoi en parler aussi? Donc, il y a là un nœud entre fierté nationale et ce souvenir du national-socialisme. Sans que ce souvenir soit nécessairement lié à un sentiment, vous appelez un sentiment de culpabilité, en tout cas à une mise en question, ou un sentiment d'être affecté personnellement par cette histoire. Ce que vous avez l'air de souligner quelque part, c'est que il y a une question qui, je pense, taraude l'esprit de quiconque s'intéresse à cette question, c'est au fond, toute nation a besoin d'une identité affirmée forte, qui repose forcément quelque part, au moins pour partie, sur des valeurs positives. Vous avez l'air de dire que quelque part, cette forme de fierté du travail de la mémoire allemande sur cette période-là, c'est une porte de sortie par rapport à une sorte de fatalité de la honte, vu l'atrocité de ce qui s'est passé? Les chiffres, en l'occurrence, semblent le dire. Moi, j'étais très étonnée de voir parce que l'enquête, elle est large, elle concerne toutes les couches de la population. Donc, j'étais quand même étonnée de voir que un chiffre si immense, donc au-delà de 60%, considère que la politique, la mémoire, fait partie de l'identité nationale des Allemands, y compris d'ailleurs, c'est un chiffre très étonnant, à mes yeux, mais au fait pas très étonnant peut-être, parmi les personnes qui sont descendants d'immigrés. Donc notamment, en l'occurrence, ça concerne en Allemagne les enfants des familles turques. Donc eux aussi considèrent que
la mémoire de la Shoah, du nazisme, et fait partie de l'identité nationale allemande. Et personne, ils ont posé, évidemment, ils posent toujours la question, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter avec ça? Est-ce que, de fait, non, pas avec la politique de la mémoire. Ce qui est demandé est beaucoup plus, je pense là, on est à 30 ou 40% des gens qui voudraient bien qu'on arrête de reprocher aux Allemands les crimes. Mais il semble y avoir un décalage entre se souvenir et être le sujet dans la continuité des acteurs qui ont commis le crime. Donc, mais ce qu'indique cette histoire de libération, c'est pour ça que c'est tellement important, il y a quand même, inconsciemment ou pas, un sentiment de discontinuité entre l'époque nazie et la RFA, et puis la RFA a réunifié. Peut-être un autre élément qui appuie cette discontinuité, il y a un texte de Aleda Asman qui s'intéresse beaucoup à la réaction des Allemands au sortir de la guerre quand on va découvrir les crimes nazis. Et alors, ce que souligne cet article pour beaucoup, c'est une forme de passivité dans ce processus de découverte où on expose par exemple dans les rues des photos dans des camps de concentration et vraiment cette idée de passivité, c'est-à-dire ils ne sont que récepteurs de cette politique d'exposition. À quel point on est passé justement d'un statut de passivité face à cette mémoire-là à acteur de la mémoire? Ce que vous soulignez, c'est que c'est un élément au fond imbriqué dans l'identité nationale, ce qui implique qu'ils sont presque une fierté. Donc, comment sont-ils acteurs de cette mémoire-là aujourd'hui? Moi, j'ai un peu l'impression que ça relève du rituel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est trop formel? Trop formel. Si vous avez, si vous avez la plupart de la population qui ne se sent pas affectivement concernée de fait par son passé, qu'est-ce que c'est qu'une remémorisation de ce passé ou de ces crimes? C'est une vraie question de savoir où est effectivement le lien entre la population qui, d'ailleurs, n'y va pas. Il y a les grandes activités, ça se passe au Bundestag, mais il n'y a pas, c'est très institutionnel, mais il n'y a pas des activités, pour ainsi dire, populaires. Après, il faudrait bien les imaginer, qu'est-ce que ça pourrait bien être, de politique de la mémoire. Personne n'est contre. C'est ça ce qui est très frappant, effectivement, en Allemagne, et ça ne concerne pas seulement, d'ailleurs, l'époque de la Shoah. Vous n'allez pas trouver dans ce pays des grands débats sur la restitution des œuvres, sur faut-il pas créer un monument en souvenir de la colonisation, des crimes de la colonisation. Contrairement, par exemple, au débat français. Contrairement au débat français, contrairement au débat anglais, vous n'allez jamais trouver une vraie opposition à ce genre d'actes qui déclarent que le passé allemand n'était pas glorieux. De fait. On a certains sens se sont habitués. Mais de là, et ça c'est quand même assez frappant, à passer aux actes, au sens où on pourrait payer, par exemple. On pourrait faire un geste qui va au-delà de la reconnaissance de la culpabilité. Là, en revanche, vous allez voir, ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire au moment de la crise de l'euro, où la Grèce a demandé à l'Allemagne enfin de rembourser l'or qu'ils avaient volé. Oui. Là, en revanche, vous allez bien voir qu'on veut bien reconnaître d'être coupable, mais en revanche, faire quelque chose qui sanctionnerait objectivement cette culpabilité, là, ça devient beaucoup plus compliqué et de fait, on passe jamais à l'acte. Donc, vous avez une culpabilité qui n'est pas sanctionnée et pas pardonnée. C'est une drôle de position, de fait, parce que personne ne pardonne vraiment aux Allemands. On a tout ça en tête, donc voilà. Et c'est pas sanctionné non plus, il n'y a pas de procès, très peu. Donc c'est une culpabilité dans les limbes, de fait, ça peut expliquer ce curieux rapport à la fois d'être très engagé dans la politique, la mémoire, de dire que ça appartient à l'identité, mais dans le même temps de ne pas y être engagé du tout en un certain sens. Peut-être quelque chose qui illustre cet inaboutissement, enfin de ce que je comprends en tout cas dans votre propos, c'est-à-dire qu'il y a
discontinuité dans l'histoire où les Allemands ne se sentent pas, enfin, même s'ils sont acteurs de cette mémoire, ne se sentent peut-être pas charnellement concernés par les événements qui ont eu lieu. C'est un exemple de cette discontinuité-là. Il y a un article dans le Times qui s'intéresse justement peut-être aux limites de ce narratif sur l'Allemagne qui aurait réussi son travail de mémoire. Un cas qui est cité, c'est celui d'un cénotaphe dans une ville à 1 heure de Munich pour le second de la Wehrmacht. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part, on a l'impression que au fond, il reste peut-être des débris d'une forme d'inaboutissement de ce travail-là. Il y a ça, il y a le fait que autant d'Allemands seraient tout à fait d'accord pour nommer une rue, leur propre rue, en honneur des soldats tombés pendant la Seconde mondiale, que d'Allemands qui seraient d'accord pour que leur rue soit nommée pour des victimes du nazisme. Donc il y a effectivement là aussi cette mise en parallèle de tous les morts. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, justement, ce phénomène où, après avoir reconnu les victimes juives et autres de la Shoah, on sent à travers votre propos, et même ce qu'on peut lire, qu'il y a un mouvement où les Allemands, eux aussi, veulent reconnaître, disons, leurs victimes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme phénomène ? Ils veulent moins reconnaître, évidemment, ils veulent reconnaître leurs victimes, et il faut pas oublier que ça, c'est pas nécessairement un mouvement très inconscient. Il faut se souvenir qu'en 85, Kohl, le chancelier, était quand même allé au cimetière de Bitburg, je pense, il s'appelait ce cimetière, pour déposer une couronne sur les tombes des hommes SS tombés. Ça faisait scandale à l'époque. Habermas s'est échauffé comme il s'échauffe en général dans des situations pareilles. Donc là, vous avez un geste au plus haut niveau de l'État qui normalise, de fait, l'intégration de tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que vous allez voir, c'est que vous n'allez pas trouver des Allemands qui disent « enfin, il faudrait parler de nous », mais des Allemands qui disent « on est des humains comme les Juifs ». On est tous des humains. De fait, c'est ce mouvement-là d'intégrer, d'effacer les groupes particuliers et de dire il y a de la souffrance humaine. Il y a eu de la souffrance humaine pendant cette guerre. On y a participé du côté de ceux qui souffrent. Alors justement, concernant pointer un phénomène, je voudrais aller vers ce chemin-là, la question de la singularité de la Shoah dans le traitement mémoriel allemand. Vous avez écrit un article pour la revue K qui s'appelle « L'Allemagne et la Shoah, une nouvelle querelle des historiens ». Vous abordez dans cet article une polémique qui a eu lieu autour de l'œuvre d'Achille Mbembe, qui va interroger la centralité de la Shoah dans la mémoire globale allemande, en mettant sur le même plan Shoah et colonialisme. Et vous dites dans cet article que beaucoup d'auteurs, d'acteurs vont saisir cette idée pour dire que la centralité de la Shoah dans la mémoire allemande sert au fond à faire taire d'autres crimes, le colonialisme, l'esclavagisme, etc. D'abord, est-ce que vous pouvez nous resituer ce débat-là, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en 2020. C'est en 2020, effectivement, où Achille Mbembe est invité à un grand festival de théâtre, d'ailleurs, de la Ruhr, et ça donnait un scandale, puisque, effectivement, la communauté juive allemande a fait remarquer que Mbembe n'était pas, premièrement, c'est un soutien actif du BDS. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud et l'occupation des territoires en Israël, il s'inscrit dans cette mouvance qui disait, Fanon avait déjà fait ça à un moment donné, c'était pas son heure de gloire, que de fait, la Shoah n'est rien d'autre que le retour de la violence coloniale à l'intérieur de l'Europe. Donc, c'est d'ailleurs tout l'argument sur lequel ils fondent la désingularisation de l'événement. Donc, il était invité, et la communauté juive et d'autres acteurs sont émus, et finalement, il n'est pas venu, mais ce qui n'a rien à voir de fait avec Mbembe, ça a juste quelque chose à voir avec le Covid. En 2020, le festival n'a pas eu lieu. Donc, bon voilà, il ne pouvait pas venir.
Mais ça a déclenché tout un débat sur cette question de savoir est-ce qu'il est possible, c'est comme ça que les défenseurs de Membe l'ont formulé, est-ce qu'il est possible de parler de colonialisme, voire d'autres crimes en Allemagne, ou est-ce qu'il n'y a pas une telle concentration sur la Shoah que effectivement on se refuse de s'intéresser à d'autres activités criminelles, non seulement de l'Allemagne mais de l'Europe. Le résultat en était que dans le feuilleton, parce que là, on est quand même dans un discours d'élite, c'est un festival de la roue, la population en général s'y intéresse pas outre mesure à ces affaires. Là, c'est un débat, une controverse entre les élites, et ce qui s'est dessiné est que les élites étaient en grande partie quand même très tentées de dire que la Shoah, vu l'histoire du colonialisme, n'est pas une singularité de la politique européenne, c'est une nature la politique européenne de fait, mais n'est qu'une manifestation de cette politique européenne qu'on pourrait qualifier maintenant de plus précisément, mais c'est pas très intéressant en l'occurrence. Donc vous avez des élites allemands culturelles, qui étaient très volontaires de dire que vous voyez la Shoah, au fond, c'est vrai, on l'a fait à l'intérieur de l'Europe, et d'ailleurs, ils n'ont pas très bien spécifié non plus les différences, mais au fond, c'est la même chose que les empires coloniaux ont fait à l'extérieur de l'Europe. Donc ça, c'était très frappant, ce désir effectivement d'inscrire la Shoah dans une politique européenne criminelle générale, et de se mettre à ce niveau-là au même plan que tous les autres Européens. Ça permet quand même à la gauche allemande, parce qu'ici c'est un discours de gauche, à la rigueur, ça leur permet de faire une opération qui est de dire enfin, ce qu'ils n'ont jamais vraiment pu dire, que ce que fait Israël, de fait, n'est pas si différent de l'histoire allemande. C'est au bout de course, c'est pas dit comme ça, mais l'opération mentale de mettre tous les crimes contre des populations non nationales sur le même plan ouvre quand même la voie vers ça. Et effectivement, vous voyez quand même dans ce débat une certaine accusation d'Israël de vouloir maintenir l'Allemagne dans la position de déclarer la Shoah comme étant singulière pour que l'Allemagne ne critique pas, se refuse absolument de critiquer l'État d'Israël. Et il y a des voix qui voudraient bien que ça change, cette position-là de soutien indéfectible de l'Allemagne à Israël pour raison effectivement d'avoir commis la Shoah. Alors, je voudrais justement conclure l'entretien sur ce point-là, qui est le rapport de l'Allemagne et Israël. Comme vous venez de le dire, il y a une politique officielle nationale de non-critique de façon globale de la politique d'Israël, du soutien indéfectible. Le phénomène que vous pointez, qui est celui d'une différence entre le discours institutionnel et certaines voix au sein de la société civile qui, au contraire, sont dans une remise en cause. Est-ce que c'est une voix qui imprègne beaucoup de la société civile ou c'est encore minoritaire? Vous aviez dernièrement en Allemagne un scandale. Si, ça fait scandale, un joli scandale pour une fois, autour de la ministre de la Culture, Claudia Roth, qui a été invitée au Eurovision à Francfort, je sais pas quoi, faire l'ouverture. C'est la ministre de la Culture, et quand elle arrive au Eurovision, le public commence à la huer. L'arrière-plan de cela était que c'était elle qui avait soutenu l'invitation Membe, c'était elle qui avait dit que la documenta, il n'y a pas de problème, et finalement on trouve des toiles antisémites, et s'en est jamais excusée, elle est restée au pouvoir. Donc, et elle arrive à ce concours de chansons juifs, de fait, et elle ne dit rien. Elle s'en explique pas. Du coup, elle a été huée. Tout cela a été organisé par le Conseil central des Juifs allemands, donc par le CRIF allemand, en l'occurrence, qui, après coup, ne sont pas excusés. Et le vrai scandale était là, puisqu'ils invitent une ministre
qui se fait huer, et l'organisateur, qui est quand même une institution importante de la vie publique allemande, dit elle n'avait qu'à s'expliquer de sa politique des dernières années. Elle le fait pas, elle arrive là, elle fait semblant qu'elle puisse faire comme avant. Voilà, elle se fait huer, c'est tout à fait normal. Donc cette classe politique-là de la ministre de la culture allemande, c'est les anciens 68 heures. Donc c'est exactement cette génération-là qui a fait un travail de mémoire, d'accusation, de dénonciation, et qui, en tout cas c'est l'impression que j'ai pour cette génération, là je n'ai pas d'enquête, c'est la pure intuition, qui pense qu'elle est quitte de fait de son travail sur cette histoire. Elle a dénoncé, elle a fait le travail, elle a exposé, et maintenant c'est bon. Pour elle, c'est bon. Eux, ils sont moralement du bon côté. Vous êtes moralement du bon côté. Pourquoi ne pas critiquer les crimes des autres? Pourquoi ne pas aller jusqu'à critiquer la politique d'Israël dans les colonies, qu'on perçoit comme immorale, de fait? Donc pourquoi, une fois que vous êtes dans cette magnifique position de supériorité morale, parce que vous avez traité ce passé nazi, vous avez accusé vos parents, vous avez rompu avec eux, pourquoi ne pas le faire? Et cette classe-là politique, maintenant, elle monte. Donc là, en l'occurrence, oui, ça va probablement quand même, malgré l'État, il tient. Il y a les déclarations de Merkel sur le fait que la sécurité d'Israël appartient à la raison d'État allemande, a été, je vérifie, a été reprise dans le contrat de coalition. Donc là, ils n'ont pas changé. À ce niveau-là, ça reste la politique officielle, mais ça change rien au fait que ces voix-là maintenant existent, et ils vont s'imposer de plus en plus, et probablement vraiment parce que c'est une génération qui est convaincue qu'elle a fait le boulot, tout simplement, et que maintenant, une fois qu'elle a fait, elle a le droit de ne plus parler comme enfant d'anciens nazis, mais comme enfant d'anciens nazis qui a réglé cette histoire, et donc du coup qui est sorti de cette histoire. On veut que l'État s'en charge, puisque ça permet une certaine conscience de soi qui est relativement positive. En revanche, ce qui n'est pas supporté est le lien, que quelqu'un fasse le lien entre les Allemands aujourd'hui et cette période-là. Un vrai lien, où on pourrait les renvoyer effectivement, mais vous êtes les descendants. Comment vous inscrivez ça dans l'histoire de l'Allemagne à long terme? Et tout cela, effectivement, serait encore même acceptable si on avait une population allemande qui disait « notre histoire commence en 1945 ». À la rigueur, on pourrait, ce qu'était le deal d'ailleurs, la RFA jusqu'à la réunification, dans un certain sens. Mais vous avez, après la réunification, maintenant vous avez la situation où on est quand même dans une glorification du passé allemand, en tout cas prussien. Tout Berlin, vous allez à Berlin, ils ont tout reconstruit comme si la Prusse avait été quelque chose de génial. C'est quand même très étonnant, ce geste. Donc, à la fois, vous avez des continuités qui sont établies, et il reste ce trou noir, qui est le nazisme, qu'on contourne et qu'on enferme de fait dans des rituels de mémoire qui n'ont pas trop de sens, et qui n'ont pas trop de sens pour une très simple raison. Pourquoi je dis ça? Vous allez dans la rue en Allemagne et vous demandez à n'importe qui s'il sait quelque chose sur le nazisme. Il va pouvoir vous répondre, même si les enquêtes ont été faites dans les universités, en tout cas pour ce qui concerne les chiffres de morts juifs, c'est pas très sûr, le savoir. Mais bon, peu importe. Ils savent à peu près de quoi on parle. En revanche, si la politique de la mémoire marchait, on devrait pouvoir répondre à une question très simple, pas simple du tout, mais à savoir pourquoi les Allemands l'ont fait. Et là, je vous assure, personne n'a une réponse. Personne ne sait répondre pourquoi. C'est quand même une civilisation hautement civilisée. Quand ils ont découvert les photos des camps, ou quand ils étaient amenés dans les camps,
Ils n'ont pas découvert un standard moral qui aurait été celui des Alliés et qui a différé du leur qui était barbare parce qu'ils étaient régressifs, parce qu'ils étaient juste pas assez développés pour savoir qu'on tue pas les gens. Pas vrai du tout. Ils le savaient très bien qu'on tuait pas les gens, qu'on les tuait pas en masse et qu'on mettait pas de génocide. Ils le savaient. Donc c'est pas qu'ils ont découvert une moralité qui leur échappait. Et la question de savoir comment ce pays, pas comment, mais pourquoi ils l'ont fait quand même, alors qu'ils savaient qu'il fallait pas le faire, ça personne ne peut vous répondre. Alors qu'une politique de la mémoire qui serait efficace devrait quand même permettre à la nation, au peuple qui est sujet de cette politique, de répondre finalement à cette question, au moins de voir des hypothèses. Alors que ça, c'est vraiment pas le cas. Merci beaucoup Julia Christ pour votre propos et on invite évidemment tout le monde à aller lire vos articles, entre autres sur la revue K. Merci beaucoup.